reconnaissance active et passive, donc on va repartir du début, hein. En général, ce qu'on nous fournit, c'est une IP ou une liste d'adresses IP. Donc on va commencer par faire un ping. Donc oui, un ping, c'est verbeux et ça rentre dans l'actif. L'idée du ping, c'est de vérifier l'IP d'un domaine si jamais on a un domaine, de vérifier si le domaine n'est pas présent sur un load balancer, parce que si on rebondit sur plusieurs adresses IP différentes, ça peut être intéressant de savoir quelles technologies sont derrière. Si on a des IP qui sont pas dans le périmètre, il faut quand même faire valider au client que est-ce que les IP lui appartiennent bien. Ensuite, on va avoir traceroute et tracert qui permettent de lister un chemin emprunté euh, à destination d'une IP ou d'un site web. Ça permet de savoir, entre autres, dans quel est le chemin emprunté, quelle architecture suit le système audité, c'est-à-dire que est-ce qu'il se situe dans un data center en France, est-ce que il passe par plusieurs rebonds avant d'être accessible. Donc là, en fonction des implémentations, ça va pas être les mêmes trames qui vont être envoyées. Ça se base sur le TTL, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on va avoir NSLOOKUP, DIG et HOST, qui sont des outils de numération de serveurs DNS, qui permettent de lister les sous-domaines. Donc là, NSLOOKUP, DIG et HOST, ça permet entre autres de récupérer les informations à partir des serveurs DNS. Il faut savoir que, à titre juste informatif, NSLOOKUP, c'est déprécié parce que ça utilise ça utilise les serveurs DNS, des serveurs DNS, enfin, ça utilise un résolveur externe en fait. Là où DigiHost, ça va se baser sur le résolveur de l'OS. Et donc ça permet d'obtenir un ensemble, justement, d'adresses IPv4, adresses IPv6, les enregistrements TXT, est-ce qu'on a les enregistrements de sous-domaine. Il y a une première attaque à faire sur le DNS, donc qui s'appelle le transfert de zone. L'idée, c'est que sur les anciens serveurs DNS, notamment ceux qui sont fonctionnés sur TCP en 53, il y avait un mécanisme de transfert qui permettait un serveur DNS de faire une copie de base. C'est-à-dire qu'on se présentait en tant que serveur DNS et on disait coucou, est-ce que tu peux me filer une copie de ta base? Je suis un semblable et j'ai besoin qu'on se synchronise. Donc ce transfert de zone, il consiste juste à se faire passer pour un serveur DNS et à demander à faire justement une copie de la base, et ça permet de récupérer potentiellement les enregistrements DNS d'un serveur. C'est souvent présent sur les serveurs DNS hébergés en TCP, sur les anciens serveurs DNS. Ensuite, en numération de sous-domaine, numération active cette fois-ci, donc dans le cas où la reconnaissance passive n'aurait pas été suffisante, on peut énumérer et brute forcer entre guillemets les sous-domaines. Donc pour ça, on va avoir GoBuster, qui est un outil de brute force, avec l'option DNS qui va permettre tout simplement de venir tester. Par exemple, là pour Niji, on a trouvé deploy.niji.fr, www.niji.fr, vpn.niji.fr. Donc c'est à partir de word list, donc de liste de mots. On va venir tester un par un. Donc c'est plutôt rapide, hein. Là on voit, ça a pris 6 secondes pour tester 500 préfixes. Donc le DNS répond assez rapidement. Ensuite, on va passer au service. Donc là, on était sur les IP des domaines. Maintenant qu'on a un ensemble d'IP, un ensemble de domaines, on va passer au scan des services. Donc, on avait Shodan qui faisait un scan passif. On va prendre Nmap pour les scans actifs. Il faut savoir qu'il y a d'autres outils comme GNmap qui va être Nmap graphique. On peut utiliser Metasploit, Mascan, il y en a d'autres. Nmap, ça reste quand même le plus utilisé. Je vais présenter rapidement les options qu'on utilise nous. Donc, grand P, petit n, ça permet d'omettre le ping. Il faut savoir que Nmap, par défaut, il fait un ping vers la machine pour vérifier si elle est up. Et si elle est up, ensuite, il va effectuer son scan. Donc que sur une machine Windows, si jamais vous n'êtes pas au courant, par défaut, ça répond pas au ping. Je reviens sur les options, du coup. Donc PN, qu'on met sur l'ensemble de nos scans qui permettent d'omettre le ping et considérer que la machine est up, simplement parce que les machines Windows ne répondent pas au ping, par défaut. Ensuite, le SYN-SCAN et TCP-SCAN. La différence entre les deux, c'est que le SYN-SCAN, ça requiert les droits routes. C'est recommandé par Nmap et c'est plus rapide. Donc ça commence l'ouverture d'une socket TCP, mais ça la termine pas. Et c'est pour ça, entre autres, que c'est plus rapide. Là où un TCP Connect, ça va faire une connexion TCP entière et c'est un peu plus lent. Il faut savoir que même si ça termine pas la connexion TCP, le SYN-SCAN, c'est pas pour autant que ça va impliquer un DOS de l'application. Maintenant, les équipements sont équipés pour flush leur table. -SV, ça peut être intéressant pour les versions protocolaires. Ça permet de récupérer les bannières et de vérifier les versions et déjà d'identifier certaines vulnérabilités. -SC, ça reprend le script NSE de Nmap. Donc les scripts, c'est des petits scripts qui vont tester par exemple
Si, on a des accès anonymous en FTP, si, je sais pas, les serveurs NTP sont les horloges NTP sont correctes, enfin plein de petits scripts, qui sont pas, destructifs. Donc, c'est une option qu'on lance généralement parce qu'on sait qu'elles ont peu d'impact. Et ensuite l'option -p qui permet de préciser les ports à scanner. Donc par défaut, Nmap, si vous précisez pas, ça va scanner, les 1000 ports les plus utilisés. C'est ce qu'on va voir, par exemple ici. J'ai scanné le site de Niji justement. Donc là, on voit -SSVC, donc si on résume, on a un scan SYN, donc qui est plus rapide, d'où le sudo parce qu'on est en route. V pour les versions protocolaires et C pour les scripts. PN pour préciser qu'on veut pas faire de ping parce qu'on estime que la machine est up. On n'a pas précisé les ports, donc on a les 1000 ports les plus utilisés. Et on voit que ça nous ressort un certain nombre de ports ouverts. On voit le 53 en TCP ouvert. Donc là, si ça vous dit quelque chose, bah, on en a parlé tout à l'heure, les serveurs DNS sur du TCP en 53, ça peut indiquer un transfert de zone. Bon, là, il se trouve qu'il n'y en a pas. Mais ça nous envoie directement quelques informations. Là, on voit que le "-sv", il a été voir le robust.txt, il a identifié un certain nombre de fichiers. Je vais pas aborder toutes les options de Nmap, mais il en existe plein. L'idée, c'est d'avoir un ensemble des versions de services. On peut également utiliser Netcat pour les services qui ne supportent pas de TLS. Par exemple, là, si je fais Netcat sur www.niji.fr pour port 22, on va avoir directement l'entête d'OpenSSL qui s'affiche, pardon, OpenSSH qui s'affiche avec la version. L'ensemble de ces versions-là, ça nous permet ensuite de vérifier si elles sont impactées par des vues. Donc c'est ce qu'on va voir, identification de vulnérabilité simple. Donc là, on va collecter l'ensemble des versions de services et de protocoles. On va vérifier sur les sites de CVE, des sites d'exploit, si, il y a des vulnérabilités disponibles pour ces services-là. Donc je vous ai mis le site du NIST qui répertorie, l'ensemble des CVE et qui permet de la recherche en fonction de protocoles et de versions. Donc là, par exemple, c'est un résultat de CVE qui n'était pas encore disclose et qui nous permet d'avoir des informations sur une technologie en particulière. Il faut savoir qu'on peut chercher, si je cherche OpenSSH, dans la version, qu'on a vue tout à l'heure, donc si je tape, OpenSSH 7.6, on aura potentiellement des vulnérabilités, proposées par le NIST. Pas pour autant qu'elles sont exploitables, mais c'est intéressant quand même, à remonter. On a ExploitDB aussi qui peut être intéressant si on trouve un serveur par exemple FTP, donc VSLTPD en 2.3.4. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait une backdoor sur ce serveur. Sploitus, ouais, Sploitus, ça exploite DB si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est Servsploit. Sploitus, je me demande si ça exploite pas. Ouais, enfin, Sploitus, mais en tout cas, vous avez plusieurs moteurs de recherche et même Google, d'une manière générale, pour chercher des vulnérabilités pour un service. L'intérêt d'ExploitDB, de Sploitus ou même Zero Day to Day, c'est que ça vous fournit également des scripts d'exploitation pour les vulnérabilités directement. Les scans de vulnérabilité, ça peut être intéressant aussi, c'est pas à exclure des tests d'intrusion. Je vous rappelle qu'on est en temps restreint, donc en fonction de la taille du périmètre, c'est pas une honte d'utiliser les scans de vul. Là, je vous ai mis le scan Nessus, qui est un des plus pertinents sur le marché. On a des scans de vulnérabilité web plus avancés comme Akintix, qui vont être dédiés au web. Et après, on va avoir des scans open source. Là, je crois que j'en ai pas mis, j'ai dû en mettre un screen après, je vais vérifier. Oui, j'ai mis un screen dans la partie interne. Et on a d'autres scans comme Nuclei pour le web qui permet ou Nikto qui permettent d'identifier certaines vulnérabilités. Donc énumération par service. Donc là, on va sur l'ensemble des services, donc chaque service va avoir des spécificités, mais on va avoir des vulnérabilités qui sont assez communes quand même. Tout ce qui est connexion anonyme, par exemple Telnet sur le port 23, FTP en Anonymous sur le port 21, SNMP avec les communautés publiques et privées. SMB et NFS sont des partages de fichiers qui vont proposer parfois des partages ouverts. Tout ça, ça va être des connexions anonymes potentiellement, et c'est ce qu'on va tester dans un premier temps. Ensuite, on va pouvoir tester les identifiants triviaux. Donc là, sur un serveur MySQL, SSH, n'importe, on va essayer du root sans mot de passe, ou alors réintégrer justement le nom de l'entreprise dans les wordlists d'utilisateurs et de mots de passe. Donc là, ça va être valable pour le SSH, le RDP, les bases de données, le web, les partages de fichiers.
En outil, on va pouvoir utiliser, Metasploit et THC Hydra. Hydra, c'est un outil qui est vraiment dédié au brute force. Brute force protocolaire, pardon. Attention toutefois avec, les brute force protocolaires. Donc quand je dis protocolaire, c'est à travers du réseau. On a toujours un risque de ban IP et de blocage de compte. Donc là, c'est en fonction des protocoles, mais on peut avoir du ban IP. Donc chaque service dispose de ses propres spécificités. Je vous invite à aller voir la ressource Actrix. Vous aurez les références à la fin, bien sûr, heu, qui répertorie un peu pour chaque protocole les méthodologies à adopter. J'ai pas mis de screen, c'est pas grave, il y en aura dans la partie interne, mais en tout cas, voilà. Mot de passe triviaux et mot de passe faible, pour commencer, c'est une des premières choses. Je vais parler rapidement de Metasploit. C'est un framework qui est disponible entre autres sur Kali, mais pas que. Propose, plus de 4000 outils, donc des scanners des scanners de vuln, des scanners de protocoles, donc que ça soit, des scanners de connecteurs anonymes, des scanners de mots de passe faibles, mais également des exploits, des générateurs de payload, des encodeurs pour, vos malwares et cetera. Il propose plusieurs, interfaces, donc MSF Console qui est la plus utilisée, c'est l'interface CLI, MSF Venom qui permet de générer des backdoors ou des malwares. Armitage qui va être l'interface graphique, on va dire, heu, de de Metasploit. Et il faut savoir qu'on peut également utiliser le framework comme, librairie, et l'intégrer dans ses outils. Ça, c'est un exemple justement de Metasploit, c'est ce que je cherchais, en brute force, FTP. Donc là, la première ligne, on voit qu'on utilise un module, FTP login qui se situe dans scanner auxiliary. On lui définit une liste d'utilisateurs et mot de passe, une IP et on lance. Donc c'est un framework qui est assez simple à utiliser et on va retrouver, pour l'ensemble des protocoles, ce système de scanner. Donc là, il y a un cours, qui est disponible si vous tapez, Metasploit framework, il y a tout un cours qui vous explique comment utiliser le framework et de manière générale, c'est assez intéressant. Donc la partie, graphique, donc Hermitage, de Metasploit, ça ressemble à ça. Ça, c'est si vous n'êtes pas à l'aise avec l'environnement CLI, donc command line. Vous pouvez directement, renseigner ou importer, soit un scan and map, faire clic droit sur une machine, effectuer un scan, je sais pas, de login FTP par exemple. Vous pouvez effectuer du rebond, c'est assez, clic bouton, on peut faire, quasiment du clic droit, autopone, si je puis dire. En plus avancé, on va avoir, Cobalt Strike, qui est un peu plus dédié aux équipes Red Team, surtout utilisé aux États-Unis, ou par les cybercriminels malheureusement, et qui là, pour le coup, est une version avancée, avec un vrai serveur de command and control, voilà, et qui permet, de se déplacer, directement avec du clic bouton. Bon après, est-ce que c'est pertinent, pour apprendre? Je suis pas persuadé, mais c'est toujours intéressant de savoir que ça existe.